Le monde est maudit, maudit ce qui s'y trouve. Tu as laissé le fuyard, dis donc, te manger le cœur, s'emparer de tes traditions, te prendre tes terres, s'approprier ton pays, dont tout ton pays. Politique colonialiste, mais surtout ne point parler de colonialisme. En Afrique, du Congo, jusqu'en Asie, au Japon, en passant par l'Amérique, au Pérou, ils se sont tous battus pour leur liberté. Ils l'ont défié. Ils ont renvoyé le colon, mais toi, il t'a menti. Il t'a confisqué, il t'a trompé, t'a fait croire que c'était toi qui voulais rester esclave, colonisé, recherchant mabawa, aile de poulet, et non dignité et honneur. Décembre 2024, archipel des Comores, océan Indien. En pleine saison cyclonique, Chido est venu dévaster l'île de Mayotte. L'un des cyclones les plus violents que l'île ait jamais connu. En quelques heures, la totalité des habitations précaires de l'île, où vivent 100 000 personnes, est balayée. Des dizaines de milliers de personnes sinistrées tentent de trouver refuge dans les quelques abris en dur encore debout. Les secours et l'aide humanitaire envoyés par la France mettront des semaines à se déployer. Pire, dans certaines communes, n'arriveront jamais. Si la crise climatique a dopé la puissance du cyclone, elle ne suffit pas à expliquer l'ampleur de ses ravages. Mais alors, qui est responsable ? Mes amis, j'ai plus de maison. J'ai plus de maison. Chido a tout pris. 1975. Après des années de colonisation des Comores, la France arrache Mayotte au reste de l'archipel. Un long processus de dépossession coloniale au service d'un unique objectif. Maintenir à tout prix les intérêts de la France impérialiste dans l'océan Indien. Voilà sans doute pourquoi la majorité des Mahorais veut rester française. L'un de ceux qui a le plus lutté pour cela est certainement Marcel Henry, l'actuel sénateur. Il y a une véritable bourgeoisie, là, Marcel Henry, Adrien Giraud, tout ça, ce sont des gens qui vont profiter de cette idée de Mayotte française pour s'enrichir personnellement. Séparée de ses îles sœurs que sont Anjouan, Mohéli et la Grande Comore, Mayotte est ainsi devenue le 101e département français en 2011. Un département colonie de 320 000 habitants, où 8 personnes sur 10 sont maintenues en situation de grande pauvreté. Parmi elles, 50% sont des enfants. L'un des départements les plus inégalitaires où une minorité tire profit et s'enrichit de la situation coloniale. Une île gouvernée par la répression et la brutalité de l'État français, l'avant-poste du pire. 4 mois après le cyclone, alors que le Parlement discute des contours de la reconstruction de l'île, des habitants nous ont raconté leur colère, leur résignation et les histoires de leur résistance quotidienne, loin des récits dominants. Je m'appelle Fatima Sani, j'ai 26 ans et je suis étudiante à l'université de Mayotte actuellement et j'habite dans le quartier de Kawini. Après le cyclone, on a eu l'impression qu'il y avait eu un élan de solidarité au national, en métropole et à La Réunion, des habitants, de la population mahoraise comorienne habitant à La Réunion et en métropole pour justement venir en aide à Mayotte. Mais sauf que nous, on n'a jamais vu ces aides, malheureusement. Je ne sais même pas quand est-ce que Mayotte va pouvoir se relever, quand est-ce que Mayotte va être reconstruit comme avant. Parce que moi, j'ai l'impression que même si c'est dans 15 ans, dans 20 ans, il y aura toujours des stigmates du cyclone qui est passé parce que justement, après le cyclone, on a essayé de faire la va-vite. Jusqu'alors, il y a toujours des bâtiments qui ont des bâches en termes de toit, des écoles dans lesquelles on ne peut pas accueillir des gamins qui ne peuvent pas poursuivre la scolarité normalement. Là, avec Chido, ça a juste démontré qu'en fait, la gestion de plein de choses à Mayotte n'était pas
n'était pas bien gérée par l'État et qu'il fallait peut-être penser autrement pour l'avenir de cette île. Je m'appelle Anzi Diati, j'ai 9 ans. Comment t'as vécu le cyclone Chido? J'avais peur et je voulais pas que ça vienne. Et ça a fait beaucoup de peine à beaucoup de gens. J'ai eu peur tellement. Même Raphaël, mon petit frère, il avait tellement peur qu'il pleurait. Mais le cyclone Chido, je voulais pas qu'il vienne. Chido a tout cassé, mais on a réparé, sauf les toilettes des filles. Mais quand on rentre dans les toilettes des garçons, les garçons nous ont dit que c'est pas votre toilette, ils nous crient, ils nous harcèlent et on a mal au cœur. Je m'appelle François, j'habite à Mayotte depuis environ 4-5 ans et je suis enseignant en histoire géo. Les infrastructures publiques n'étaient absolument pas prêtes à un tel événement, alors que c'était prévisible. On est dans une zone cyclonique, et malgré tout, les bâtiments publics, pour une très grande partie, sont partis en fumée, en tout cas en partie, notamment les toitures. Les seules informations que j'avais, c'était ce que je voyais dans la rue. Et ce que je voyais, c'était des militaires armés qui patrouillaient pour, au début, je ne sais quelle raison. On n'avait aucune idée du nombre de morts, du nombre de blessés, que tout le monde était choqué. Ce qu'on en voit, c'est l'armée. C'était pas la sécurité là, qui se posait comme problématique. Et la gestion après la crise, après Chido, je sais même pas si on peut appeler ça une gestion de crise, quoi. Il n'y a pas d'aide qui arrive, je sais pas où est passée toutes les aides, nous on l'a pas vu, que ce soit chez nous ou chez les personnes qu'on accompagne. Les familles nous ont dit, et nous on a vu personne n'est venu nous secourir. On sait pas le nombre de morts qu'il y a eu, on sait pas, enfin voilà, c'est les militaires qui font tout. Il y a eu, nous par exemple en tant qu'associatif, là où je bosse, on a proposé avec d'autres associations en collectif interassociatif que les denrées alimentaires et les dons humanitaires soient donnés par nous, associations. Ça a été refusé. Donc on a été mis complètement de côté sous prétexte que c'est eux qui doivent tout gérer, mais est-ce qu'ils ont géré quelque chose? Et puis la gestion du gouvernement français, c'était une honte. Même avec les petits moyens qu'ils voulaient mettre, ils ont refusé de travailler avec l'Union des Comores à côté qui a proposé son aide. Il a fallu que les gens passent par des moyens individuels, associatifs, pour arriver à aider les autres. Il faut rappeler qu'Anjouan est distante de Mayotte de 70 km, mais Madagascar, c'est moins de 500 km. La Réunion, c'est 2000. La façon d'avoir traité les humains, c'était une honte parce que même dans la catastrophe, même dans un moment aussi dur où les gens ont perdu leur maison, on est dans une logique colonialiste de papier. C'était tous les 3 ou 4 jours, ils distribuaient une bouteille d'eau, une boîte de sardines et je sais pas quoi, et ils demandaient aux gens leur papier pour prouver qu'ils sont en situation régulière pour leur donner. C'est-à-dire que si on n'est pas en situation régulière, on ne meurt pas, on n'a pas besoin d'eau, on n'a pas besoin de ça. Mais quand le cyclone Chido est passé, il y avait la queue de pain, la queue d'eau à Chopi. Tout ce que tu veux, c'est de la queue. Ce que j'ai pas aimé, c'est juste quand il y avait ça, tout ça. Je voulais pas que Chido y vienne. Et comment tu te sens maintenant que Chido il est passé? Je voulais l'oublier, mais j'arrive pas à l'oublier. La distribution dans chacun des villages, ça s'était très bien passé l'an dernier quand on a distribué des centaines de milliers de bouteilles d'eau tous les jours. Oui, une chose, juste que chacun doit savoir, c'est que là depuis 15 jours, dans tous les bidonvilles ici, Petite Terre, Grande Terre, Kawéni, Cavani, personne n'est venu. Personne. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez aux informations, la réalité elle est là. La réalité elle est qu'il y a des distributions comme... Personne n'est monté. Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, personne n'est monté. Et même cette distribution, personne ne les a vues. Elles
existent et peut-être que les gens sont pas bien informés. Mais attendez, que les gens aillent au point relais, il faut aller... Alors les gens du lycée des Lumières doivent aller au point relais, c'est la mairie Mamoudzou, c'est 5 km à pied en plein cagnard, 5 km retour, c'est 10 km en plein cagnard sans eau, sans nourriture. C'est impossible, c'est infaisable. Ils diront C'est une honte. Voilà. J'ai trouvé ça très très méprisant ce qui s'est passé avec les deux collègues de Grande Terre à qui elle a tourné le dos. Effectivement, mais pourquoi elle leur a tourné le dos? Parce qu'elle n'avait rien à dire, tout simplement. La gestion, elle a été catastrophique. La réparation des établissements, on l'attend toujours. Ce qui m'a énormément mis en colère, c'est juste avant la rentrée, on nous a demandé d'appeler toutes les familles, nos parents d'élèves en fait, pour savoir si l'élève était mort ou vivant. Si ça allait bien, est-ce qu'ils étaient toujours sur Mayotte ou est-ce qu'ils avaient quitté l'île pour aller au Madagascar, aux Comores ou en France métropolitaine ou à La Réunion? Aider la population de l'hôpital, aider le personnel de l'hôpital. Si nous, on sort d'ici, on va chez nous, on tombe dans, on est KO, on n'a pas quelqu'un qui peut juste nous prendre dans les bras, je ne sais pas comment ils vont revenir ici. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si ce n'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Nous, on n'a pas besoin de promesses, on a besoin des actes. C'est-à-dire que les gens qui habitent chez nous ont besoin d'avoir tout de suite de l'eau. Je suis désolé. Non, mais c'est réalité. Oui, mais on sait, mais nous, on est sur le terrain aussi. Nous, on est là aussi. Moi, je ne dis pas que nous, on n'est pas habitants. Nous, on est là aussi. C'est Ibrahim Abdallah. Je suis à Mayotte depuis 6 ans. La plupart de ma famille vit tous ici. Je suis agent de prévention au sein des établissements scolaires ici à Kaouini. Il faut savoir que Kaouini, c'est dans la commune de Mamoudzou. Et Kaouini est assez dense. Donc moi, j'habite dans un petit quartier. Après le cyclone, justement, on s'attendait à ce qu'on ait de l'aide de l'État, des organisations, des associations. Parce que personne n'avait plus rien, il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de maison. Surtout Kaouini en entier, surtout nous qui habitons dans les zones de non-droit, comme on les appelle, dans les Bangas là-bas. Tout le monde a payé cher. Parce que j'ai vu qu'au lendemain du cyclone, nous les associations, on a été les premiers à être alertés, à sensibiliser la population. On a essayé le maximum possible d'aller vers les gens, vers les maisons. Même tard le soir, on était dans les Bangas en train de sensibiliser les gens, de dire au moins de partir, au moins. C'est pas une envie d'habiter dans des maisons en tôle qui sont pas forcément très sécurisées et tout. C'est juste qu'on n'a pas le choix. Et on sait qu'avoir accès à un logement à Mayotte est assez compliqué. Il faut avoir un dossier solide. Et même quand tu as un dossier solide, ça peut prendre plusieurs années pour avoir accès à un logement. Les logements sont hyper chers pour l'accès au logement. Les personnes ne l'ont pas. Puisqu'à Mayotte, il y a des dérogations qui font qu'une personne qui a un titre de séjour, malheureusement, ne peut pas accéder à un logement social. Moi, dans mon quartier, par exemple, ils construisent des petites maisons. C'est pas des logements qui peuvent accueillir plusieurs personnes. Les gens préfèrent habiter dans ces maisons plutôt que d'habiter dans la rue parce que c'est compliqué, justement. Même si tu as une maison qui n'est pas aux normes, mais tu sais que la nuit, au moins, tu as un toit sur ta tête et tu es plus en sécurité. François Bayrou a annoncé la semaine dernière les contours d'un plan Mayotte debout pour reconstruire le département français, promettant notamment de prendre des mesures pour interdire et empêcher le retour des bidonvilles. Eh bien, c'est chose faite avec l'instauration dès aujourd'hui d'un arrêté visant à limiter la vente de tôle. Après le cyclone, les gens, ce qu'ils ont fait, la population, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est empressée de ramasser ce qui restait de leur habitation. Donc les gens, quand ils ont appris pour cet arrêté-là, ils ont compris que de toute façon, aller acheter des tôles et du bois, ça allait être compliqué pour eux. Donc ils ont construit avec ce qu'ils avaient. La veille du cyclone, les portes des écoles s'étaient ouvertes en urgence pour accueillir les sinistrés. Mais pour une partie de la population, le manque d'informations, la peur d'être interpellés et expulsés les ont dissuadés de s'y rendre. Pour les quelques personnes mises à l'abri, elles n'y ont trouvé aucune distribution d'eau, de nourriture ou d'accompagnement vers un relogement. Parmi ces habitants, de nombreux demandeurs d'asile et personnes réfugiées, dont la situation était déjà catastrophique avant Chido. Ils étaient en centre d'hébergement pour la plupart, parce que
centre d'hébergement d'urgence, parce qu'à la base, ils étaient dans la rue, dans des camps créés à droite, à gauche par eux-mêmes. Et puis, ils les ont déplacés dans un collège. Ça a duré quelques jours. Et donc, on les a mis dans un bus, et puis on les a emmenés à un arrêt de bus à Passamenti. On leur a dit, vous descendez. Ils ont dit, mais attendez, mais c'est sérieux? Ouais, vous descendez. Donc, ils les ont mis là, dans la rue, tous avec leur lit. Ils avaient tous leur lit picot avec eux. Et donc, ils se sont mis sur le bord de la route, sur le bord de la nationale, avec les lits picots qui servaient la journée par soleil et la nuit de lit. Donc ils sont restés là un moment, ils sont revenus, ils les ont chassés, ils ont pris les matelas, les machins comme ils font à chaque fois pour tout détruire. Et donc il y avait une décharge qui avait été juste à côté. Et donc comme on les avait expulsés sous prétexte que c'était dangereux sur le bord de la route, en fait ils se sont mis sur la décharge. Donc ils ont vécu un moment sur la décharge. Je crois que c'est une ONG qui a commencé à donner des tentes, des grandes tentes blanches pour pouvoir les loger. Et donc ils se sont mis dans un terrain un peu plus bas, vraiment cachés de tout le monde pour bien dire en fait on les voit pas, quoi. Ils n'existent pas, on les voit pas. Comme vous le savez, après le Chico, le sous-préfet il est venu ici nous dire qu'il n'y a pas de maisons, il n'y a pas de sociaux pour nous. Parce qu'ici il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, il n'y a pas une solution à propos des maisons. Nous avons commencé, on était dans le lycée Bamané, on nous a chassés, on est allé là en dessous à côté de Kwaria, de l'association de Kwaria, et ils nous ont chassés encore pour essayer un peu d'aller à côté. Et après ils nous ont dit que là, ils nous ont dit de rester. Okay, my name is Muhile. I'm from Congo. We are now here in Mayotte. We are in bad situation. We are not eating very well. Even we are sick. And how long are you in Mayotte? Almost 3 months, 4 months. Without sleeping very well, we are in bad situation. That's what I can say. Personnellement, j'habite en bas d'un bidonville et je n'ai jamais vu de recherche de corps. Dans tout ce qui est les quartiers informels au niveau de Kaweni, tout ça, les personnes qu'on accompagne nous le disent clairement. Il y a eu plus de morts que ce qui a été dit. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont portés disparus jusqu'à aujourd'hui. Et quand je rentre souvent dans les forêts là-bas, des fois nous on cherche des hérissons là-bas dans les forêts pendant la nuit ou pendant la journée. Là-bas on voit des tombes. Des fois on croise des tombes, des tout creusées partout. Il y en a, ils enterrent des amis. On sait qu'ils sont morts. Il y a beaucoup de gens qui ont disparu. Il y a beaucoup de gens. Et eux le savent très bien. Parce qu'ils n'ont pas fait de recherche. Non. Ils ont pris juste des estimations comme ça. Kaweni, on a entendu que telle personne. On a dû patienter pendant 15 jours pour un jeune que le tôle a transpercé. Depuis le jour même du Chido, là, les pompiers sont venus le récupérer et rester là-bas. Une famille qui n'a pas les moyens, on leur réclame 1 000 € pour le corps. Il n'y a rien, même pas d'habits pour mettre. Et tu demandes à une famille de donner 1 000 € pour un corps. Bon, mais tu sais, nous, dans nos coutumes, en fait, un corps, c'est sacré. Il y a beaucoup de Fundis qui ont enterré des personnes. Un Fundi, c'est un représentant religieux de la communauté musulmane. Des personnes qui ont été enterrées comme ça, sans forcément passer par le CHM, parce que de 1, les routes étaient impraticables. Et dans la tradition musulmane, on enterre les personnes le jour même. De 2, ce sont des personnes peut-être qui étaient en situation irrégulière sur le territoire. On ne va pas aller transporter un corps jusqu'à Mamoudzou au risque de se faire contrôler parce que les interpellations peut-être ont été stoppées 2 jours, mais voilà, pas plus que ça. Moi, j'ai des familles qui m'ont dit avoir vu des corps coupés en 2 par une tôle. Et ça, je ne pense pas que c'est des gens qui ont été comptabilisés parce que les décès qu'on a eus, ce ne sont que les décès du CHM. Vous ne pouvez pas affirmer ici au Sénat qu'il y aurait des victimes qui n'auraient pas été révélées aux uns et aux autres. Oui, on est sur un retour à la normale, qu'on met un retour à la normale pour Mayotte, c'est-à-dire une situation coloniale.
Comment expliquer, alors que vous-même et le Premier ministre en a parlé lors de sa déclaration de politique générale, qu'il n'y ait rien dans ce plan sur l'immigration? Mais parce qu'il faut travailler avec méthode. Il y a une première loi d'urgence qui vise... C'est pas l'urgence? Si, bien sûr, mais qui vise à accélérer toutes les procédures. Et puis il y a une deuxième loi que je présenterai au mois de mars. La population de Mayotte, la moitié est étrangère, donc une grande partie sont des illégaux. Aucune région, aucun département d'outre-mer ou de l'Hexagone ne pourrait supporter cela. Donc oui, moi je suis pour une très très grande fermeté sur ce sujet-là. On ne réglera pas l'avenir de Mayotte sans régler le problème de l'immigration illégale. Début juillet 2025, avec le soutien des élus mahorais, l'État français adopte une nouvelle loi d'exception. Sous couvert de refonder le territoire, ce texte accélère la militarisation de l'île en renforçant le contingent militaire dans toute la zone de l'océan Indien. En parallèle, la loi met sur pied un nouveau monstre juridique pour enfermer spécifiquement les enfants et leurs familles. Elle acte la fin de la régularisation des sans-papiers et 7 mois après le cyclone, met fin à toute perspective de relogement pour les habitants des bidonvilles. Déjà, quand tu commences en disant les deux fléaux que sont l'immigration et... forcément, déjà, tu sais que le truc, il est pourri. Là, j'ai entendu Emmanuel Valls, quand il est venu, apparemment, les journalistes lui ont demandé... oui, l'État avait promis la fin des titres de séjour territorialisés. Du coup, qu'est-ce qu'il en est? Et il a dit que non, ça n'a jamais été promis. Mais en fait, c'est comme si c'était une cocotte minute. À Mayotte, on est beaucoup de monde, avec plein de cultures différentes. Mais en fait, si on reste tous dedans sans pouvoir sortir, mais à un moment, ça fait pression et ça pète. Aujourd'hui, l'immigration, ça fait élire, quoi. À Saint-André, à La Réunion, il y a une crise de l'eau, ils n'ont pas de l'eau. Ils ont mis des fontaines, des citernes, je sais pas quoi, ils prennent de l'eau de la mer pour la mettre. Enfin, ça fait 6 mois qu'ils sont en crise de l'eau, quoi. Ça fait des années, on n'a rien. Je vois un gamin qui est né à Mayotte, qui a fait toute sa vie à Mayotte, puis donnons-lui un titre de séjour. Ce gamin-ci peut aller faire ses études, j'en sais rien, devenir médecin, On n'a pas de médecin. Ben non, on les laisse là, crever, sans papier, sans rien. Mais le gamin, qu'est-ce qu'il fait? C'est normal qu'il s'en prend à l'État et qu'il caillasse tout. Première des mesures annoncées par Édouard Balladur à Mayotte, le visa à nouveau exigé à l'entrée de Mayotte pour les ressortissants comoriens. Depuis plusieurs jours, des manifestations tendues ont lieu pour protester contre la volonté du gouvernement de supprimer le visa. Les habitants craignent un afflux de migrants. Chaque année, des milliers de Comoriens tentent en effet la traversée. Leur action se veut un coup d'éclat après le dernier naufrage d'un kwassa-kwassa chargé de clandestins samedi dernier au sud de Mayotte. Pour le collectif des indignés, c'est le visa Balladur instauré en 1995 et spécifique à Mayotte qui est à l'origine de ces drames humains. L'ancrage de Mayotte dans la République est un objectif qui nous rassemble. Le moyen d'y parvenir dépend également des Mahorais et des Mahoraises. La police des airs et des frontières, ces gens-là qui contrôlent la mer, ils sont responsables de morts, mais de morts voulues par eux. C'est-à-dire qu'ils vont casser la barque et laisser les gens mourir et partir. Et il y a des témoignages là-dessus. Il y a des témoignages des gens qui ont fait naufrage par l'intervention de ces bateaux-là. Haleo de tongo za kanjema besdeva savani mana haleo ho akoja amjema zaho mtsehe mgadza kiasi aho buzure gyanzwan beva savani sonore kesta njema ewa natsovenza tutsirongo amba wamitsa kadzola halini tsakatjola mdzima tsakaborwa taningo Après nakoja maore manjonzungu maisha wabo wamtaka amba serikali ya Maore au ya Kifaransa ambayo fanya tungo murdezini
wamuru kulana Jasadi Faridi nangula 2019 de ndo maorevani hisani lana kanzwani na kutunga nyombe na kutabu marindi wami tsikatilola mtumshe tsinana araru izitongoza nziro nzwani rila nzwani risisha maore rijata rijongia shiswani mtamboro ripara la polisi au warpara manaka waka rila rijongia odo warpara wapo rila wajurpara wasimbia walwavinga vedetimba wazie na wale kawasizia wapo wasiremana na yatu vedetile wasirema apre wamtsonomba vale watu jipaswe vedeti wapo tsihimi na keti pande ya vili wapo waja keti ya vedeti ya tubongoju rilawa keti wamitsa para na keti umoni tipulia baharini wapo rila napulia baharini wao vedeti ngia majia turake pashia waregea nyuma be ikatongoza 19h 18h halu shidza shababu wazimi mwenge zao wabo wamitsa wao namba wade havi be vedete atulene pashia yoka yazia ishuka tu weti shiswani ule wao waone vedete ile kayazia waja pata wasindo rekipere apredo insaya vedete ya wele andrema hunu wabo tingia mimbani we vedete yao wasujenda zao na la kemetru ya handa après la waja wapata ponje wanihedza harbo ibatu ya wele après sadijwa tena tijipara de leptali arlana maruha dena paramba 90 mindu arlana maruha masijobu zamana takujwa na buza vo dena japara la natola imipiraha nyoni na masijola gwavo dena disanyangu mba 90 mindu wanyangwa na mbamba ukodzo kusina mindu wabudi na jwamba tisina mindu na kodza nangula 2019 rifanya mezisi taleptali waborla rala leptali nangula leptali ne anvokaja sendra na hurejetewa wasirongwa rifoti yangu de halo warongwa hoho wasirongwa wamba aritio hati dumbu baharini na kotsa hantale na vedeti ndambira na mwanadamu yela nangu natola laptali kabo paron suive docteur Mbabale amba jana ngale mbasabu zonda zifu au fanya jeje au wa jeje wabo wamadzao nozo yani yangu tongo nitsahao natsovenza tumba yani wajwe tumba mi mwanadamu be wamitishinyama mba ntsotinzwani liwe betistamba wafungwe au waulawe au mtista halo turbinali karavira o raha tongoza turbinali yani wanone yani natsovenza swafi mba waotena wajiswafu wanone swafi yani afasanfasi yani hadisi mori noambe mba wami tidzwala na baba na mama aprevo na dzwala na baba na mama wakontumenia watu wao amba badawanliata na tenda wamwaje unwale wajao wavo wajao nfanya halini wajanfanya halini Mungu tudatswali bautu basi kama na kamba butolo amba yode mfano amba butolo amba mori yalo arongomba foti yangu wabo waminsoka na hamu mana hatunzwa noho sidema orevani ya hatu tena milima mawe nena motsa nende mrabani Alfonso tahanti hwe ndendeni yode aya upande tena wa mtu mama mshwangu ekasi wayafu afu mana la nakala ptali okwamtatre foto alpibilie wabo mshwangu wao no afanya crise cardiaque afu wana kana mayangu wao hama yangu
vavo tsatsovenza mba nandraho ho nanda dili hatu mba wana wa hinona halonlo ha vavo wajima zangu tsena neka tsumbi wa mahami ya mfano mba niyeshi duniani kamgwa avenzene ka be nzwani. La cruauté coloniale de l'État ne s'exerce pas seulement dans le bras de mer qui sépare Mayotte d'Anjouan. En transformant les Comoriens des autres îles en étrangers, l'État français et sa police aux frontières ne sont pas seulement responsables des morts, disparus et mutilés. Sur Terre, elles ont aussi fabriqué une gigantesque machine à expulser, résultat d'une traque policière permanente. La jeunesse de l'île en est la cible première. Bonjour, je m'appelle Salim, je viens des îles des Comores. Je suis à Mayotte depuis à l'âge de 4 ans. Aujourd'hui, j'ai 26 ans et depuis mon arrivée sur cette île, j'ai toujours vécu dans la misère et j'ai toujours rencontré des problèmes dans ma vie en tant que sans-papier. Alors là, vous êtes dans mon quartier. Je suis là depuis tout petit. J'ai toujours fait ma vie à cet endroit-là où vous me voyez assis. J'ai fait pas mal de choses et j'ai fait pas mal de... Là, ils vont faire un tour, ils vont revenir, je pense. Ces moutons. Quand on est assis, posé au quartier, ils sont là à faire leur contrôle d'identité, à nous mal parler, à nous maltraiter. Ça n'a jamais changé depuis que j'ai survécu sur cette île jusqu'à présent. Les contrôles, ils ont repris, j'ai l'impression, très rapidement. Les forces de l'ordre, soi-disant, ils devaient distribuer de l'aide aussi. Vu qu'on n'a pas vu d'aide, je ne sais pas ce qu'ils ont distribué. Par contre, ce qu'ils ont fait, il y avait donc des centres d'hébergement d'urgence qui étaient ouverts par quartier. Il a été dit qu'à telle date, il y allait avoir des contrôles au sein du centre d'hébergement. Donc forcément, la plupart des gens sont partis avant d'avoir ces contrôles. C'était un moyen de les libérer et de les faire retourner clairement à la rue pour les libérer sans que ce soit de leur fait. Ils sont partis tout seuls. Parmi tous mes amis que j'ai connus, il y en a beaucoup qui ont rencontré des problèmes avec ces gens-là. À chaque fois qu'ils viennent pour faire des contrôles dans le quartier, ça se passe toujours mal. Ils te prennent en tant qu'outrage et rébellion contre les gendarmes, alors c'est toujours eux qui te provoquent en premier. Quand ils viennent, on dirait qu'ils viennent en guerre contre nous, ils nous pourchassent, ils nous traitent mal, ils nous prennent comme des animaux. Pour les contrôles, même si tu es né à Mayotte, ils ne veulent rien savoir. En fait, ce qu'ils trouvent à te dire, ils te disent qu'ils n'en ont rien à foutre. Quand tu sors une carte, ils te disent que ouais, ça ne sert à rien, on est dans un territoire français, on s'en fout, c'est ce qu'ils te disent. Même si tu as des documents sur toi, ils ne veulent même pas que tu les sortes. Ils vont t'envoyer au CRA là-bas si tu es arrivé vers 17h. Ils ne vont même pas regarder tes dossiers. Le matin, ils vont te mettre dans le bateau et te renvoyer là-bas. Et même si tu leur dis que moi, je ne suis jamais allé là-bas, je vais aller faire quoi là-bas, ils ne veulent rien savoir. Ils te disent même qu'ils s'en foutent. J'ai été arrêtée et j'ai fait 5 jours au CRA. Et au bout de ces 5 jours, ils m'ont quand même renvoyé. Et j'ai tout, car j'ai un enfant français, je suis née à Mayotte, je n'ai jamais quitté le territoire. J'ai tout donné les preuves, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Quand même, ils m'ont renvoyé. Et je leur ai dit que, ouais, moi, je suis née à Mayotte, je ne suis jamais allée là-bas, je vais aller faire quoi là-bas. Ils n'ont pas voulu m'écouter, ils m'ont quand même renvoyé. Là, déjà, je vois déjà que même moi, je ne peux même pas sortir là pour aller acheter du pain parce que j'ai peur que la PAF m'attrape et m'envoie directement en engin parce qu'ils ne vont même pas savoir, même pas vouloir regarder mes dossiers, ils ne vont même pas regarder. Ils vont directement me transférer en engin alors que je vais laisser mes enfants ici. Alors depuis à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à rentrer au CRA et c'est là où j'ai commencé à prendre
pas mal des choses qui ne vont pas sur cette île, c'est qu'il y a beaucoup de magouilles qui se passent au CRA. C'est que même pour les mineurs qui sont pas encore majeurs, ils vont changer les dates et faire ce qu'ils veulent et renvoyer le jeune aux Comores alors qu'il n'est pas encore majeur. Et j'ai vu aussi pas mal des choses qui m'ont vraiment traumatisé, c'est qu'au CRA, ils nous prennent comme des animaux, ils font ce qu'ils veulent de nous et ils nous parlent mal comme ils veulent. Il faut aller à Mayotte pour voir ça. Il y a des images qui font penser à l'esclavage, à l'époque de l'esclavage. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont menottés, comme ça. C'est pas des menottes, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, un cercle, là, quelque chose de particulier qu'on met aux mains. Comme ça, ils sont attachés, les pieds attachés dans des camions. Et les camions vont prendre la barge. On ne peut pas faire monter des gens attachés dans un bateau. Et là, c'est des Noirs, c'est pas pareil. Ils sont attachés comme ça et ils traversent la barge de Grande Terre à Petite Terre pour aller les mettre au centre de rétention administratif. Cher Baoua, toute chose a une fin, y compris les belles choses. Perso, ton absence ne semble pas à un vide, mais bien au contraire. C'est un endroit où tous tes souvenirs ressurgissent. C'est le cœur serré que je me vois contraint de t'adresser cette lettre d'adieu. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de renoncer mon amour pour toi. J'ai appris que dans la vie, il ne faut rien craindre, que tout peut être compris. Je m'appelle Djamili, j'ai 23 ans. Ça fait plus de 9 ans que je vis à Mayotte. Mon projet professionnel a toujours été de devenir un avocat. Je me vois aussi devenir journaliste, pourquoi pas. J'ai toujours aimé lire et surtout ce qui m'inspirait le plus, c'est les écrivains romantiques, à savoir Hugo, Lamartine. J'étais en classe de terminale, donc à quelques mois des examens. Donc j'ai été interpellé par la PAF. J'étais ensuite expulsé vers les Comores. J'ai senti que ma vie s'est arrêtée, que mes rêves se sont envolés. Parce que certes, c'est là où je suis né, mais je n'ai pas vécu là-bas. Donc me retrouver là-bas, je ne le sentais pas. Je me suis retrouvé expulsé. Et quelques heures après, j'ai eu une réponse comme quoi je devrais retourner à Mayotte. Donc j'ai pu comprendre que l'État a dû condamner la préfecture pour qu'il me fasse revenir et que c'était illégal d'expulser un étudiant qui était bien dans son élan, dans ses études. Peu de temps après, j'ai eu encore un rejet de ma demande de titre de séjour. Je n'ai pas reçu une notification qui le disait, mais c'était auprès des gendarmes qui m'ont interpellé. C'est là où j'ai su que mon dossier a été rejeté. Voilà, je me suis retrouvé encore expulsé vers les Comores par chance. J'imagine que c'est par rapport à mon engagement en tant qu'étudiant qui voulait réussir à tout prix dans les études. Voilà, j'ai pu revenir aussi. Malheureusement encore, je me suis retrouvé aussi récemment à mon 3e expulsion. Donc je l'ai vis très très mal et j'ai même songé à ne plus poursuivre mes rêves. Actuellement, je suis régularisé. Je n'ai pas pu m'inscrire pour renouveler mon année, mais pour ne pas me laisser sans rien faire, j'essaie d'intégrer des centres de formation pour pouvoir valider ce diplôme. J'ai toujours écrit des lettres
à des copines et aujourd'hui, j'en ai même fait un livre, un roman épistolaire. Les 3 derniers individus sont enfin interpellés. L'intervention a été particulièrement compliquée. Au cœur de la machine à expulser qu'est devenue Mayotte, se niche un régime juridique monstrueux, au service de la domination coloniale. Des mesures juridiques spécifiques, répressives comme nulle part ailleurs, enfermement d'enfants en rétention, restrictions sur le droit du sol ou encore prestations sociales minorées. Dans le laboratoire de la répression, chaque nouvelle loi pour Mayotte est l'occasion de repousser les limites. Ça veut dire quoi, le laboratoire? Ça veut dire qu'on va appliquer des choses à Mayotte et puis on va les proposer en France. L'exemple le plus frappant, c'est le droit du sol. On a grignoté le droit du sol à Mayotte et là, aujourd'hui, le RN vous dit très clairement qu'il faut l'appliquer dans toute la France. Moi, je ne pense pas que créer des lois pour restreindre déjà des droits qui déjà depuis longtemps sont restreints permettra de lutter contre quoi que ce soit. Malheureusement, ça va juste venir mettre dans des difficultés certaines personnes qui le sont déjà, parce que faut savoir qu'après 2019, quand il y a eu la première loi sur la restriction de la nationalité, c'est des enfants qui ont été privés de leurs droits tout simplement parce qu'on estimait que s'ils avaient la nationalité, les parents allaient être en situation régulière. Parce que restreindre la nationalité, c'est condamner un enfant tout simplement à ne pas avoir d'avenir. Il faut que l'un de mes parents ait 5 titres de séjour et ma mère, on n'a utilisé que 2. Du coup, je n'ai pas pu avoir la nationalité française. Au moins, avec la loi qui était là en 2018, il y en avait peu qui pouvaient atteindre la nationalité française, mais encore pour cette loi-là, je pense qu'il va y avoir encore plus de jeunes qui vont plus pouvoir avancer du tout dans leur vie. Parce qu'après, ils vont se plaindre qu'il y a des délinquants et c'est eux qui sont en train de pousser les jeunes à faire ça. Ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui sont en train de faire ça. Maquillée aux couleurs de l'équipe de France, le drapeau tricolore en toile de fond, ces namas brandissent un châle orné des symboles de Mayotte française. Fortes de cet héritage, elles entament leur 5e semaine de blocage de la préfecture. À l'origine de ce conflit, la régularisation des étudiants étrangers. On est déterminé à aller jusqu'au bout. On ne partira pas d'ici ni aujourd'hui ni demain. Vacances ou pas, on sera là. Tout débute le 21 mars, suite au refus de l'État comorien de laisser rentrer sur son territoire des citoyens comoriens refoulés de Mayotte. En réaction, l'État français suspend la délivrance de visas aux ressortissants comoriens. Depuis le 23 juin, ici, à Mayotte, pas d'exception. Le collectif est ferme, pas de reconduite aux frontières, pas de délivrance de carte de séjour. Tu trouves que c'est normal qu'une préfecture soit fermée par une poignée de gens, alors qu'il y a 5 personnes qui bloquent une préfecture, alors qu'il y a des milliers de personnes qui sont dehors? J'ai un titre de séjour, je bosse, je travaille normalement dignement, je gagne mon argent dignement à la sueur de mon front et j'élève mes enfants, je nourris mes enfants. Et paf, là je me retrouve à la rue parce que le papier a expiré et je ne trouve pas de rendez-vous. Et l'entreprise ne me comprend pas, ne me prend pas en charge, me dit mais dès que tu auras un rendez-vous, tu viens, on te prend au travail. Et j'ai des bouches à nourrir. Là je fais comment? Le narratif colonial sur Mayotte a été méthodiquement alimenté par l'État français et la bourgeoisie mahoraise. Une réécriture de l'histoire qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Au terme d'un référendum organisé en 1976 par la puissance coloniale dans l'archipel, la population mahoraise se serait, à l'inverse des 3 autres îles, prononcée naturellement et massivement pour le maintien de Mayotte dans la République française. Un mythe utile pour passer sous silence un référendum toujours considéré comme illégal par l'ONU. Un mythe qui permet aussi de cacher le rôle historique joué par l'extrême droite française pour conserver l'un des confettis de l'Empire. C'est de cette fable que s'inspire depuis plusieurs années l'action de collectifs de citoyens mahorais, dont est issue l'actuelle députée Estelle Youssoufa. 80% des inscrits dans nos écoles sont des enfants comoriens qui arrivent par bateau le matin même. Ces derniers œuvrent depuis des années à légitimer les politiques anti-immigrés menées par le gouvernement. La manipulation impérialiste atteint ainsi son paroxysme
dresser une population contre ses semblables. Si on demande à les envoyer quelque part, là on ne résoudra pas le problème. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment qu'ils puissent partir de Mayotte. On ne peut pas régulariser massivement du monde, des gens que tout le monde sait qu'ils sont bien évidemment arrivés clandestinement. Voilà sans doute pourquoi la majorité des Mahorais veut rester française. L'un de ceux qui a le plus lutté pour cela est certainement Marcel Henry, l'actuel sénateur. Monsieur le sénateur, un combat pour Mayotte française que vous menez depuis 20 ans, un combat difficile ? Il a été difficile parce qu'il a duré longtemps, comme vous dites, il a duré 20 ans et puis l'issue en est restée incertaine jusqu'au dernier moment. Un combat contre qui ? Eh bien, c'était un combat contre les autorités comoriennes, d'une part, et puis contre la pression des États africains qui s'exerçaient à Paris à un niveau très élevé, et puis aussi contre une certaine tendance hostile qu'il y avait à métropole. Il y a une véritable bourgeoisie, là, Marcel Henry, Adrien Giraud, tout ça, ce sont des gens qui vont profiter de cette idée de Mayotte française pour s'enrichir personnellement. Il faut savoir que le port de Mayotte, par exemple, aujourd'hui est tenu par Marcel Henry en concurrence avec Nel. Cette bourgeoisie, ce sont ses intérêts. J'ai parlé de Marcel Henry parce que c'était le pire, à mon avis. C'est celui qui disait qu'il ne faut jamais faire confiance aux Noirs. Si vous donnez un avion à piloter à un Noir, il va vous dire en plein vol, il a oublié de faire le plein d'essence. Ça, ce sont du genre de phrases que disait Marcel Henry. Ils vont diviser la population en deux. Ce qu'on a appelé les Soroda et ce qu'on a appelé les serrer-la-main. Les serrer-la-main, c'est-à-dire, eux, c'était des gens qui voyaient dans leurs frères des autres îles des gens avec qui il fallait serrer la main. C'est des termes français, hein, serrer la main. Et Soroda. Soroda sont des soldats qui se battent pour Mayotte française. Et il va y avoir des exactions qui vont être commises de la part des Soroda sur les serrer la main. C'est-à-dire qu'on va arriver dans une boutique, on va rentrer, on va tout casser, on rentre dans la maison, on casse tout. Ce sont des choses qui sont documentées. Je me rappelle surtout des combats. On nous pourchassait à Combani, à l'abattoir, partout. J'ai accouché d'un enfant que je n'ai jamais pu allaiter. Chaque matin, on venait me chercher. Il n'a jamais pu téter sa mère. Je le laissais à la maison pour aller au combat. Ce qu'on appelle les chatouilleuses sont des femmes, quand on va déplacer le chef-lieu de Dzaoudzi à Moroni, ce sont les premières perdantes qui vont vouloir violenter toutes les personnes qui vont venir dans Juan de la Grande Comore. Pour ne pas tomber sous le coup de la loi, elles vont dire qu'on font des chatouilles. Et c'est un euphémisme. Ces femmes refusaient qu'on les appelle les chatouilleuses de leur vivant. Elles disaient « nous sommes des sorodas ». Donc elles rentraient dans la catégorie des sorodas qui, parmi les choses qu'ils faisaient, il y avait le bannissement. Le bannissement, ça veut dire qu'on ne parle pas à la personne, on la prive de tous ses droits, on ne peut même pas aller à la mosquée, pas d'école, rien. Et ces chatouilleuses, le commissaire de l'époque dit que ces femmes-là sont manipulées par Marcel Henry. Ces personnes qui sont là pour leurs intérêts, jusqu'aujourd'hui, on voit qu'ils ont travaillé pour Mayotte française et ils touchent les dividendes aujourd'hui. Ce matin, plus d'1 millier de personnes ont exprimé leur soutien à Wambushu, l'opération visant à détruire les bidonvilles où vivent un grand nombre de sans-papiers. Le gouvernement instrumentalise les revendications des collectifs pour servir son agenda réactionnaire et xénophobe, comme avec Wambushu et PlaceNet. Ce que le gouvernement fait ici à Mayotte, c'est ce qu'il aurait dû faire depuis très longtemps. Et oui, monsieur le sénateur, l'immigration irrégulière est inacceptable dans votre département comme à Mayotte, c'est-à-dire dans toute la France. Pensé en 2023 par Darmanin comme vitrine de la loi Asile-Immigration débattue au même moment, Wambushu est la plus vaste opération militaro-policière jamais déployée sur l'île. La CRS 8, unité spécialisée dans la répression des quartiers populaires, ainsi que le RAID et le GIGN, sont mobilisés pour réprimer la population, marquant un tournant dans la gestion coloniale des territoires dits d'outre-mer. Et donc dans Wambushu, il y avait aussi des forces du ministère de l'Intérieur qui ont pratiqué une violence incroyable. Ils ont eu de la résistance, il faut le rappeler, parce que les jeunes ne se sont pas laissés faire. Ils ont appliqué ces méthodes en Kanaki, dans l'Hexagone, ils les utilisent dans les manifestations. C'est une opération coloniale, mais comme un peu le visa à Balladur, comme très souvent,
ça part de la demande des Mahorais. C'est Fanon qui décrit ça très bien. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent sur le complexe du colonisé. Et au lieu de se révolter, ils en redemandent, si je puis dire. C'est eux qui sont derrière à dire qu'il faut qu'il y ait des opérations fortes pour nos frères. C'est comme si on vivait dans des années où il y avait cette colonisation, que la France vient, il s'impose. L'intérêt, il est à la fois économique, stratégique. À côté, il y a les canaux qui sont tout près de l'île de Mayotte. La France, elle n'est pas là par hasard. Elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle peut en tirer comme bénéfice. J'ai entendu récemment quelques débats qui venaient comme quoi il veut faire installer une base militaire ici à Mayotte. Il y a la Légion étrangère qui est installée en petite terre, ça c'est déjà aujourd'hui, mais ça ne leur suffit pas. Il y a un projet de base militaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'énorme. Ça montre aussi que Mayotte, cet endroit-là, il est particulièrement important parce que c'est là que passent tous les pétroliers qui passent là. Et donc contrôler cette zone avec ce qui se passe déjà à Mozambique. Mozambique, il y a Total qui est déjà là-bas, qui est en train d'exploiter le pétrole. Il y a énormément d'argent autour de cette question du gaz et du pétrole qui est dans ce coin-là. Et les élites mahorais parlent de délinquance, de danger, de logement insalubre. Mais ils ne parlent pas du fait qu'il y ait 80% des habitants de l'île de Mayotte, mahorais compris, qui vivent sous le sol de pauvreté. Ils ne parlent pas de l'état d'exception à Mayotte. Ils ne parlent pas de la destruction des services publics et des aides sociales. Ils ne parlent pas de ça parce que la solution de l'État français, c'est le RAID, c'est la police, c'est le GIGN, c'est les CRS 8 qui étaient jusque maintenant dans les quartiers nord de Marseille avant qu'on les envoie à Mayotte pour tirer à balles réelles sur les jeunes. Il y a déjà eu des cas où la jeunesse se mobilisait, notamment les jeunes qui vont bientôt avoir 18 ans et qui n'ont pas de titre de séjour pour continuer leurs études. Il faut savoir que le niveau de répression dans ce genre de cas, de ce que moi j'en ai vu, est énorme. 50 jeunes qui manifestent, on envoie la police aux frontières. Toutes les armes qu'on utilise dans les manifestations sont utilisées en permanence par la police à Mayotte. Vraiment, l'État cherche à éviter tout mouvement de jeunesse parce que l'État a peur de la jeunesse à Mayotte, sachant que les jeunes représentent la moitié de la population, qui ont quand même aussi beaucoup de choses à dire. Alors il va prendre prétexte de l'insécurité, etc. C'est du foutage de gueule. En 2023 et 2022, on a fait 2 mobilisations pour dénoncer cette loi. Mais à chaque fois, il y avait les forces de l'ordre qui nous empêchaient d'avancer et d'aller jusque dans notre but. Du coup, nous, on a laissé tomber. Et aujourd'hui, on est là, sans pouvoir avancer dans la vie. Comme si aujourd'hui, on va aller faire une manifestation. C'est comme si la police était déjà au courant. Du coup, nous, quand on descendait au comité pour se rassembler, on les trouvait déjà là. Et eux, ils nous suivaient jusqu'au tribunal, ils ne nous laissaient pas faire ce qu'on voulait. Ils avaient arrêté un jeune, j'avais même fait une vidéo de cette scène. Ils avaient frappé un jeune qui était dans la manifestation et l'ont amené au commissariat de Mamoudzou. Il y en a même qui ont été expulsés. Je vois des étudiants qui sont dans cette difficulté-là de pouvoir renouveler leur titre de séjour et donc de pouvoir poursuivre les études. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'université de Mayotte, dès que ton titre de séjour il est expiré, si tu es boursier, tu ne reçois plus la bourse. Des étudiants qui arrivent des fois en 3e année ne peuvent pas passer les examens et donc ne peuvent pas avoir leur diplôme alors qu'ils ont bossé pendant 2 ans. Moi, dans ma promo, il y en a 2 qui ne viennent plus en cours parce que justement leur titre de séjour est périmé, notamment à cause des blocages
constant de la préfecture, de la part de collectifs sur le territoire, mais aussi de la part de la préfecture elle-même. Tous les élèves qui finissent le lycée ne peuvent pas s'inscrire. C'est une politique qui a été mise en place par l'université depuis longtemps et l'idée c'est justement de ne pas accueillir des étudiants qui ne sont pas en situation régulière dans l'université. C'est des personnes qui ont étudié sur Mayotte, des personnes qui vont sur Mayotte et c'est des personnes malheureusement qu'on met sur la touche tout simplement dû à leur origine et à leur situation administrative. Alors que même avant Chido, la préfecture de Mayotte, elle a fermé. Pas mal des gens ils sont restés bloqués dans leur vie alors qu'ils aimeraient bien renouveler leur carte de séjour et quitter enfin cette île. Parce que pas mal des gens, quand ils arrivent sur cette île, c'est pas pour rester bloqués, mais c'est pour aller chercher une vie ailleurs et aller plus loin qu'ici. Moi, j'ai été dans un collectif où des étudiants se sont mobilisés, où on a manifesté, où on a essayé de faire comme on pouvait. Il y a plein d'étudiants dans cette île qui voudraient justement manifester leur frustration de ne pas pouvoir poursuivre des études, de ne pas pouvoir avoir la vie qu'ils pensaient avoir en faisant des études. Il y a eu quelques mobilisations. On se retrouvait toujours à des manifestations avec 20 personnes, 30 personnes, alors que les conditions d'études à l'Université de Mayotte concernent tous les étudiants. Malheureusement, les étudiants, c'est comme s'ils étaient résignés, ils se disaient bon bah on subit ça et puis c'est pas grave, on fait avec. Mais même après Chido, là comment l'université est gérée, ça mériterait tout simplement qu'on se bouge et qu'on manifeste pour ça parce que c'est pas possible. Quand j'étais très très jeune, j'ai vu un membre de ma famille qui se faisait enfermer injustement. Dès lors, je me suis dit qu'il vaut mieux que j'apprenne le métier à défendre mes proches et surtout les gens qui sont dans le besoin. Dans cette optique-là qui m'a conduit à vouloir devenir un avocat. Moi, c'est une île que j'aime beaucoup. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a beaucoup de choses à développer. Et que malgré tout, au quotidien, on a des petites victoires. Et je me dis, mais si on s'en va tous, qui va faire tenir l'île sur ces petites avancées qui, ouais, sur l'échelle de l'île, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour 1, 2, 3, 4 personnes, c'est énorme. Moi, je dis aux jeunes qui vont voir ma vidéo, j'aimerais vraiment qu'on se mobilise et qu'on sorte tous dans la rue et qu'on parle de ce qu'on est en train de nous faire subir. Car nous aussi, on est des enfants nés dans un territoire français et on a des droits sur ce territoire. Il faut que dans le monde entier, on inverse la tendance de l'extrême droite qu'il y a aujourd'hui, mais grâce à la lutte, grâce à la lutte des jeunes, des travailleurs, de tout le monde. Il est évident qu'il y a des solidarités qu'on doit rechercher. Il y a des choses qui se passent, par exemple à La Réunion, il y a un groupe qui s'appelle Kaubuntu, qui se bat pour l'indépendance de La Réunion. Pour la Kanaki, on a vu ce qu'a pu faire un président comme Macron quand il y a eu la révolte l'année dernière, comment la force coloniale peut s'exercer sur les gens qui se battent. Chido a soufflé sur l'île. Il a brisé les toits, arraché les murs, balayé les routes. Mais il n'a pas effacé les voix. Ces voix portent les récits de l'exil forcé. Des traversées où l'océan a englouti des vies, des nuits de traque policière, des visas et des lois taillées pour maintenir la domination. Mais ces voix posent aussi la nécessité de briser la chaîne coloniale, de détruire la cage dressée par l'impérialisme, de mettre fin à l'occupation des rivages. Car l'océan Indien n'a jamais été une frontière. Il est la peau tendue, reliant un archipel dispersé. La mémoire du peuple comorien, des classes populaires, des travailleurs et de la jeunesse, qui nous rappelle qu'il n'existe qu'un chemin pour mettre fin à l'exploitation et à toutes les oppressions, ici et ailleurs. Celui de la solidarité et de la lutte. La vue, c'est l'amour, l'amour. Ce que j'aime dans la vie, c'est être fier. Ce que j'aime dans la vie, c'est être fier. Quand je pars quelque part, je suis toujours heureuse. Mais quand je pars, oh, oh, mais quand je pars, oh, oh, ah, ce que j'aime le plus dans la terre,